Alors, à tous, on débute. Bienvenue à la présentation à la schizophrénie et à la psychose. On est très, très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. Euh, la- la- Aujourd'hui, on a décidé qu'on allait surtout mettre en lumière le savoir expérientiel des personnes pères aidants et pères aidants de famille. Pour ça, on a plusieurs panélistes super intéressants, des pères aidants de la SQS, une père aidante de famille, une père aidante de l'organisme Diagène et la directrice générale de Diagène qui ont accepté de se joindre à nous. Alors, je vais commencer par parler euh, si vous ne le savez pas, la schizophrénie, ça touche 1% Tania, désolée de te déranger, le son coupe souvent, je crois, là, de ton côté. Ça ne coupait pas tantôt? Non? Et comme ça, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Alors, Geneviève, peux-tu fermer ta fenêtre de dossier? Excellent. Alors, tu peux changer de diapo, s'il te plaît? Donc, je reprends. En fait, la schizophrénie, ça touche 1% de la population, peu importe la classe sociale, peu importe le genre, l'âge, etc. Donc, ça touche 1% de la population, puis on peut calculer que pour les proches, c'est donc beaucoup plus de personnes qui sont touchées par la schizophrénie. Aujourd'hui, on va vous parler du rôle et des services qui sont offerts par les personnes père aidantes et père aidants de famille, surtout à la SQS, mais on vous donne un exemple d'ailleurs avec Diogène. On va aussi vous expliquer les bienfaits que peuvent apporter les personnes père aidantes et père aidants de famille aux personnes touchées par la schizophrénie, à leur entourage, mais aussi au personnel, aux professionnels de la santé et des services sociaux. Et puis, on veut aussi mettre en lumière le rôle essentiel des pères aidants et des pères aidants de famille dans l'éducation et la déstigmatisation, parce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation en lien avec la schizophrénie, puis il y a beaucoup d'auto-stigmatisation que vivent les personnes touchées par la schizophrénie. Donc, on va aussi parler de ça. Et puis, on veut démontrer l'utilité des personnes pères aidantes et pères aidants de famille en complémentarité avec les autres services et interventions des autres professionnels de la santé et des services sociaux. Donc, voilà. Donc, pour commencer, petite activité brise-glace. Vous allez trouver dans le chat, Geneviève, tu peux changer de diapo. Vous allez trouver dans le chat le lien vers, ça s'appelle Mentimeter. C'est pour vous permettre d'écrire 3 mots qui vous font penser ou que vous associez à la schizophrénie. Puis, vous n'avez pas à mettre de filtre, en fait. On va échanger avec nos pères aidants sur les mots que vous aurez inscrits, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, je vous laisse quelques secondes. Je crois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont pu qui ont déjà pu écrire leurs mots. Donc, voilà. Donc, je vous laisse quelques secondes. Est-ce que, excusez-moi, pas dans le chat, mais dans le lien que vous trouverez dans le chat. Je vous le remets comme message le plus récent dans... non, excusez-moi, pas celui-là. Voilà, attendez. Je vais vous remettre le lien dans le chat. J'ai un petit problème de copier-coller. Est-ce que, Geneviève, est-ce que tu es capable de le mettre, toi? Le lien qui était déjà plus haut dans le chat? Attendez une petite seconde. Moi, ça me fait toujours un copier-coller d'un autre, de quelque chose d'autre. Une petite seconde.
Je vais vous le partager d'une autre façon. Je vous invite à suivre le lien qui est dans le chat et d'inscrire les mots que vous avez inscrits dans le chat sur le lien qui est dans le chat. Donc, allez faire un petit tour sur menti.com et puis allez inscrire vos 3 mots. Geneviève, est-ce que tu veux maintenant partager le Mentimeter? Fantastique. Vous allez voir, ça fait un nuage de mots qui... Le lien a changé depuis. Je t'envoie le nouveau lien, Geneviève. Alors, hop. Je te l'envoie dans le chat du Zoom. Ici, on a... Voilà. Ça, c'est pour toi. Il y a plusieurs mots qui sont associés à la schizophrénie, certains qu'on considère comme positifs, d'autres plutôt négatifs. Merci à tous ceux qui ont rentré leur réponse ici. Ce qu'on voit, en fait, les plus gros, c'est ceux qui ont été nommés peut-être plus souvent. Donc, on a hallucination, stigmatisation, souffrance, maladie, isolement, vulnérabilité. On a aussi méfiance, trauma, misunderstood, donc incompris, envahissant, peur, solitude, bizarrerie. Ça m'étonne, on n'a pas... vous êtes très politically correct. Hein, Chad, qu'est-ce que tu en penses? Chad, veux-tu allumer ton micro puis nous dire... en fait, hier, on avait fait l'exercice un peu... Ah, on a maladie mentale. Oui, maladie mentale, c'est quand même tous des bons termes là, qui définissent en fin de compte la schizophrénie, puis tout l'univers de la schizophrénie. Vulnérabilité, on sait que c'est un bon terme. Les vulnérabilités, on sait que la vulnérabilité, mais c'est une série de vulnérabilités qui fait qu'éventuellement, on développe la schizophrénie. Il y a un deuil, oui, j'aime le deuil. Un deuil à faire de sa vie qu'on avait avant. Pour avoir une vie satisfaisante là, avec la maladie. Je ne sais pas si Simon, tu as des trucs à rajouter. Oui, bien, le mot isolement, moi, ça me parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre. Des fois, c'est comme on attend un début de rétablissement. Les gens sont un peu craintifs. L'isolement, ça revient souvent là, chez les patients que je rencontre. Et c'est là souvent que c'est le plus difficile, là, comment amorcer un rétablissement, comment aller vers l'espoir. C'est dur un peu de mettre de la lumière quand il y a des isolements. C'est différent. L'isolement, c'est péjoratif, mais il y a une différence. On voit que c'est marqué l'isolement, mais il y a la solitude qui est différente. On peut voir la solitude, c'est pas comme l'isolement, c'est une différence. L'isolement, c'est plus problématique. La solitude, ça fait partie de la condition humaine. On a maladie mentale, on a handicap psychique, on a maladie chronique. Hier, on avait parlé de maladie mentale versus maladie du cerveau. On avait parlé aussi de schizophrène. Chad, Simon, voulez-vous nous dire ce que vous en pensez par rapport à ces termes-là, la façon de nommer la schizophrénie? C'est pas dans le nuage de mots, mais je voudrais avoir votre point de vue. Pour utiliser, tantôt dans ma présentation, je vais en parler un peu, là, utiliser les bons mots, c'est important. On fait une activité de brise-glace pour les mots. De dire l'appellation d'être un schizophrène, c'est péjoratif. Il faut essayer de dire davantage je suis aux prises, j'ai une problématique de schizophrénie. C'est ça que je pense que c'est mieux que dire. Je pense que schizophrène, ça a une connotation très stigmatisante. Oui, puis j'ajouterais aussi, on a fait une entrevue à la radio l'automne passé à des hôtels le matin, puis il y avait utilisé le mot schizophrène à la radio. Et ça avait vraiment fait mal. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, OK, bon, c'est vraiment les médias, là, c'est installé, c'est généralisé. C'est un mot qu'on utilise sans vraiment savoir tout le stigma qu'il y a d'associé à ça. Puis quand je l'ai entendu, ça a fait de quoi, là? Oui, c'est une question d'éducation, en fait. Il y a peut-être des intentions, des fois, de sensationnalisme dans les journaux, mais il y a aussi une question d'éducation, puis d'ignorance de c'est quoi les bonnes façons de nommer la schizophrénie. Donc, en fait,
c'est aussi pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. On veut que les gens sachent que la personne est une personne avant d'être son diagnostic. Puis donc, schizophrène, c'est stigmatisant. Ça réduit la personne à sa seule maladie. Puis, si je peux dire, je pense que c'est important de demander aux personnes, on aurait peut-être dû vous demander à vous comment vous vouliez qu'on parle de ce que vous viviez. Donc, je pense qu'après ça, il y en a qui sont peut-être à l'aise avec le terme schizophrène. On peut travailler là-dessus, mais pour les personnes qui vivent avec la schizophrénie, c'est important quand même de leur demander comment est-ce qu'ils sont à l'aise qu'on parle de ce qu'ils vivent. Voilà. Donc, ce que j'aime, c'est la créativité qu'on voit. La créativité, c'est un beau moyen de rétablissement. Oui. Puis, chez les personnes atteintes de schizophrénie, souvent, on voit un côté créatif là, beaucoup présent. Puis, c'est une force, en fait, là, pour de la créativité, pour le rétablissement. Parce que ça prend de la créativité pour se rétablir, en fait. Mm-hmm. Oui, pour trouver des solutions, puis s'adapter, puis évoluer à travers le rétablissement. Créativité, on a un peu plus de souplesse, on a un peu plus d'idées, puis on sait un peu mieux comment se diriger aussi là, grâce à cette qualité-là qu'on peut avoir. Mm-hmm. Puis quand on parle de deuil d'une vie active, je comprends ce qu'on veut dire par là, mais vous, le message que vous voulez transmettre, c'est qu'on n'a pas à faire... on peut quand même avoir une vie active, participer à la vie active. Une vie active, puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va retrouver la vie d'autrefois, parce que la vie d'autrefois, c'était avant la maladie. Il faut se redéfinir. Il faut se redéfinir, puis je pense qu'on est capable, même avec un rétablissement, d'avoir une vie encore plus satisfaisante qu'elle était avant, selon moi. Oui. Arrêt de développement, ça vous dit quoi, vous? Bien, disons que peut-être un arrêt de développement quand tu es jeune adulte, là, mais pour ce qui est d'une personne adulte, ben, le développement, moi, je vois ça comme, comment je dirais, c'est possible d'avoir une belle vie, de continuer son évolution, de continuer à vieillir, de bien vieillir avec ça. Là. Mm-hmm. Okay, parfait. Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Tous les mots sont très intéressants, puis je pense qu'on va pouvoir peut-être le garder pour pouvoir faire du pouce là-dessus plus tard. Donc, merci Geneviève. On peut passer à la prochaine diapositive. En fait, on a parlé de définir la schizophrénie. Maintenant, je pense que c'est important de définir le rétablissement pour comprendre en quoi est-ce que les parents aidants et les parents aidants en famille peuvent aider. Donc, c'est important de comprendre que le rétablissement, ce n'est pas la même chose que la guérison. On n'est pas rétabli une fois qu'on a un travail. En fait, le but du rétablissement, ce n'est pas d'avoir un travail, de retourner à l'école, de fonder une famille ou de ce qui est dans la norme. Là, ce n'est pas non plus, je pense, de ne plus ressentir aucun symptôme. Le Centre d'apprentissage santé-rétablissement le définit comme étant un processus, une attitude, une manière de vivre, une façon de reconnaître ses limites, puis de mieux entrevoir les possibilités qui s'offrent à soi, puis c'est d'avoir une maîtrise sur sa vie. C'est tiré d'une personne vivant avec la schizophrénie qui est père aidante aussi, je crois. Est-ce que Chad ou Simon, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Bien, Patricia Deegan, c'est celle qui a parti le réseau père aidant aux États-Unis. Donc, c'est elle qui a tout initié. Puis, quand j'ai fait ma formation, ben, elle avait déjà des activités. Ces activités que j'ai commencé à animer, c'est grâce à elle. Là, les 15 ateliers que je donnais au début, ben, c'est ça vient de son expérience à elle. Là. OK. Puis la définition du rétablissement, ça colle avec ce que vous voyez, vous? Oui, c'est une bonne définition du rétablissement. Patricia Deegan est plus qu'une personne en rétablissement. En plus, elle est psychologue. Puis elle a brisé, si on veut, le mouvement de la stigmatisation à son époque en voulant améliorer les soins et les services en santé mentale et aussi en s'impliquant, puis aussi en montrant aux médecins, en fin de compte, que parce que son médecin il avait déconseillé d'aller vers la psychologie, puis elle a quand même suivi son idée, puis est devenue psychologue
malgré son médecin. Donc, elle était au-delà de la stigmatisation. Elle a dépassé ça. Elle a dépassé son auto-stigmatisation. Puis, c'est un bel exemple. Oui, c'est inspirant. Parfait. Bien, merci, Chad. Comment est-ce que la SQS contribue au rétablissement, Geneviève? On a plusieurs services à la SQS qui participent au rétablissement, dont la paire aidance. Donc, je vous invite à regarder cette petite vidéo et ensuite, on reprend pour vous expliquer les détails de la paire aidance. La Société québécoise de la schizophrénie, c'est une ressource pour apprivoiser la schizophrénie. C'est de l'information pour mieux comprendre la maladie, puis c'est aussi de l'entraide pour mieux vivre. Notre mission, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la schizophrénie, que ce soit les personnes qui vivent avec cette maladie et ou les membres de l'entourage. On fait beaucoup de choses à la SQS. On fait des activités éducatives et de soutien. On fait des activités de sensibilisation et d'information. On contribue aussi aux politiques gouvernementales, puis on participe à la recherche scientifique. Vous voulez vraiment le meilleur pour votre proche et je pense aussi pour les proches des autres personnes ici parce que vous êtes un petit groupe. Je pense sur l'heure du dîner, je vous ai entendu parler, partager, tout ça. Je pense que vous êtes en train de créer des liens. À la SQS, on offre des services directement aux personnes par le biais d'interventions psychosociales, de groupes d'entraide, mais aussi beaucoup d'écoute active. On intervient auprès des membres de l'entourage, mais également auprès des personnes qui vivent avec cette maladie. Et ces services-là sont offerts par des intervenants psychosociaux et ou des pairs aidants, des personnes qui ont un savoir expérientiel, qui utilisent ce savoir-là pour redonner espoir à ces personnes. Puis, as-tu passé une belle semaine? Peux-tu me conter ton bon et ton mauvais coup de la semaine? Ah, mon bon coup, samedi passé, j'étais allé avec mon club de photographie, il y avait la sortie. J'ai commencé à avoir des troubles de santé mentale à partir de l'âge de 22 ans. J'ai été hospitalisé à plusieurs reprises. J'ai fait plusieurs psychoses, des problèmes d'anxiété beaucoup, des problèmes de dépression. J'ai même eu les électrochocs. À chaque 2 semaines, je vais à l'unité ici à l'Institut au 404. Puis je vais voir les gens, je vais animer un atelier, je vais parler avec eux, je vais les rendre visite. Ça leur fait du bien. Parce que là, le monde me voit normal, mais j'ai peur que le regard change. Bien, le dévoilement, c'est un questionnement. Puis pour faire un dévoilement, moi, j'ai pas le choix de me dévoiler. Je suis père aidant. À l'époque, j'aurais aimé que quelqu'un, un père aidant, puisse venir me voir dans une unité puis commencer à jaser avec moi puis m'expliquer tout l'univers de ça, là. Parce que pour la première fois, quand on est atteint de cette maladie-là, on manque beaucoup d'informations. Puis il y a tellement de stigmatisation puis d'auto-stigmatisation qu'on ne sait plus c'est quoi la vraie réalité avec tout ça. On offre 2 types de services qui incluent donc la paire aidance. On a des pairs aidants, donc ce sont des personnes qui vivent avec la schizophrénie puis qui interviennent directement auprès de personnes qui ont cette même maladie. Et on a des services de paire aidance famille, donc des proches, des parents d'une personne qui vit avec la maladie, qui interviennent, eux, auprès des familles, des membres de l'entourage. L'impact sur les familles, il est énorme. C'est eux qui sont au cœur, ou souvent qui se retrouvent au cœur de la tempête. Alors, c'est important pour eux de leur faire comprendre qu'ils ont le droit de prendre du temps pour soi, qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. L'idée, c'est pas d'être fusionnel. L'idée, c'est de mettre ses limites. L'idée, c'est de comprendre la maladie aussi, puis de les impacts, puis de prendre un peu de recul, un petit pas de recul, puis d'être écouté là-dedans, puis de se respecter. Mon message pour les familles, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a moyen de se rétablir là-dedans comme famille. Puis l'ajout d'un père aidant famille, ça vient vous aider dans tout, de comprendre que vous n'êtes pas seul là-dedans. C'est encore une réalité. Il y a des gens qui nous contactent après 10 ans de la maladie de leurs proches. Fait que
Ils l'ont vécu pendant 10 ans de temps et n'ont pas eu le soutien espéré, ils n'ont pas eu le soutien qu'on peut leur offrir, en fait, parce qu'ils ne savaient même pas qu'un organisme, on n'est pas les seuls, mais ils ne connaissaient aucun organisme qui peut faire un peu le suivi et le soutien qu'on leur apporte. Puis c'est aussi de les diriger vers les meilleurs organismes qui répondraient le mieux à leurs besoins, que ce soit en termes d'hébergement, que ce soit en termes de centre de jour. Bien, mon travail, c'est aussi de les amener vers ces organismes-là, de les présenter, juste de les initier puis de les introduire un peu. C'est clair, moi, il y a 1 an, pour moi, c'était un drame, mais un drame, vraiment, là, on se disait, on s'en sortira pas. Puis, très rapidement, la formation nous a ouvert, là, vraiment, en disant, bien, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. On chemine, c'est pas facile, à tous les jours, on est bien accompagné, on a les bons outils. Bien, j'avoue que ça va bien. On a développé un site qui s'appelle le Référoscope. Ça, c'est un outil pour aider à observer et à agir, puis voir c'est quoi les symptômes précurseurs. Si on s'inquiète pour une personne, on peut remplir ce questionnaire-là pour nous aider à nous orienter, dans le fond, si nos inquiétudes sont fondées. Puis, c'est pas un outil diagnostique, évidemment. Là. On ne peut pas faire un diagnostic via un questionnaire en ligne, mais c'est plus pour nous orienter. Souvent encore, on pense qu'une personne qui vit avec la schizophrénie est dangereuse ou ne serait pas apte à travailler ou à même contribuer à la société. À la SQS, on démontre le contraire en ayant justement plusieurs personnes qui vivent avec cette maladie puis qui sont embauchées pour pouvoir travailler, redonner espoir et apporter une plus-value en fait à la communauté. Donc par le biais même de nos employés, on brise ce tabou-là. Merci Geneviève. On a une dame qui nous a dit qu'elle n'entendait pas bien. Si vous êtes plusieurs à vivre la même situation, écrivez-nous dans le chat. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, pour le reste, on va entamer le cœur de notre présentation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une personne père aidante? Puis pour commencer ce sujet-là, en fait, on a une définition de l'Université de Montréal, mais il y a plusieurs définitions. Mais en fait, en vulgarisant, c'est une personne qui est présente ou qui a présenté une problématique de santé mentale, qui s'est formée, qui a des aptitudes personnelles et une attitude qui en font un modèle de rétablissement positif. Puis cette personne-là, elle peut être un modèle autant pour les personnes qui vivent la même problématique de santé mentale ou une autre problématique de santé mentale. Elle peut aussi être un modèle pour les professionnels de la santé, les soignants, les proches. Donc, c'est une source d'espoir, de reprise de pouvoir. Elle amène un soutien psychosocial. Elle peut faciliter l'insertion ou la réinsertion de la personne dans sa communauté à titre de citoyen ou citoyenne à part entière. Donc, pour vous expliquer concrètement ce que ça donne, je vais céder la parole à Simon. Prochaine diapo. Donc, Simon, est-ce que tu veux nous dire, pour toi, c'est quoi être un père aidant? Oui, pour moi, un père aidant, je fais référence souvent au symbole du réseau père aidant, là, qui est le slogan qui dit « c'est un tandem vers l'espoir ». Et comme on voit sur l'image, c'est une bicyclette à 2 sièges, à 2 guidons, 2 dérailleurs. Donc, c'est un partenariat qui se crée avec la personne qui demande de l'aide. On apprend à se connaître, on échange. Je dévoile mon histoire de la maladie, mes trucs pour me rétablir. Et il y a un lien de confiance qui s'établit parce que la personne voit que je suis passé par là où elle passe également. Les histoires se ressemblent souvent là, en ce qui a trait à la maladie.
Et le rétablissement, évidemment, ça s'apprend au fil des rencontres. Puis des fois, ça peut durer, ça peut être une discussion au téléphone qui va avoir là, 1 heure ou 2 heures passées ou une demi-heure passée au téléphone, où ça peut se faire par plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et même, il y a des gens que encore aujourd'hui, je vois depuis que je suis entré en poste. Donc, le rétablissement, ça peut vraiment, c'est ça, le rétablissement, ça peut vraiment se faire là, sur un long terme. Là. C'est un parcours. C'est un parcours, c'est ça. Parfait. Geneviève, peux-tu passer à la prochaine? J'aimerais que tu nous expliques aussi c'est quoi ton rôle puis tes fonctions à la SQS. Oui, moi, en quelque sorte, je sers de repère fiable pour les gens qui demandent de l'aide. Je suis là aussi pour animer des groupes, que ce soit un atelier d'écriture, que ce soit un café-causerie où on parle rétablissement. Je suis là également pour référer à des organismes. Si les gens ont des besoins qu'on ne peut pas répondre, on réfère à un organisme qui peut les aider dans leur situation. Et également, je fais des témoignages, là, que ce soit pour un organisme, que ce soit pour ici à la SQS ou à l'Institut. Je vais sur les unités de soins. Ça m'arrive de témoigner aussi sur les unités de soins. OK, merci. Prochaine diapo. Geneviève? Parfait. Puis, ça fait presque, ça fait 12 ans que tu es à la SQS? Oui. Je me rappelle quand tu es arrivé, j'étais là, puis on devait épeler père aidant parce que les gens pensaient qu'on parlait d'un papa, d'un PE accent grave R. Donc, on devait toujours épeler le PAIR puis expliquer qu'un père, c'est une personne qui a vécu la même situation, etc. Je pense que ça a quand même beaucoup changé depuis. On a un petit peu moins besoin de l'expliquer. Il y a des pères aidants, il y a beaucoup plus de pères aidants maintenant. Puis je pense que tes fonctions puis les services que tu offres ont évolué aussi à travers le temps. Est-ce que tu veux nous dire comment ça a évolué? Oui, au début, j'ai fait mes premières interventions au téléphone, en personne aussi. Des fois, c'était des familles, des fois, c'était une personne atteinte qui venait me visiter, qui venait me voir. Au contact des gens comme ça, j'ai appris mon travail au fur et à mesure en faisant des lectures, en écoutant des documentaires, en lisant des témoignages aussi. Il y a des livres qui ont été écrits par des personnes qui vivent avec la maladie. Et ça m'a permis au fur et à mesure d'apprendre lentement mon travail, puis de voir comment je peux intervenir dans différentes situations. Et puis par la suite, ça a évolué. Comment ça a évolué? Ça a été, ce qui a fait le déclic pour moi, c'est quand j'ai commencé à animer des groupes de psychoéducation avec l'hôpital Jean Talon. J'allais là pour partager mon vécu, parler de rétablissement, dire c'est quoi là, les 5 étapes du rétablissement, de faire des jeux avec eux, puis d'avoir des échanges. Et aussi, une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'un an après mon embauche, j'ai commencé à aller sur l'unité 404, les premiers épisodes psychotiques ici à l'Institut. Et je rencontrais les gens là, sur l'unité, puis aussi j'animais des cafés-causeries où on parlait rétablissement. Puis ça a été vraiment très, très formateur pour moi parce que j'entendais les réponses des gens aux questions auxquelles j'avais déjà répondu. J'avais ma propre expérience de la maladie et du rétablissement et au contact des gens, j'ai pu comprendre un peu comment ça se vivait là, chez des personnes, voire des fois c'était différentes origines, différentes personnes. Bref, j'ai beaucoup appris à leur contact. Et puis, qu'est-ce qui a changé? C'est justement, l'expérience s'est faite, puis j'ai gagné en confiance, puis j'ai pu perfectionner mes interventions, puis y aller plus en subtilité et puis en douceur aussi, là, vraiment avec de la compassion et de l'empathie. Et les services que j'offre aujourd'hui, oui, c'est ça. On a on a une activité marche, il y a de l'art-thérapie avec les impatients. J'anime également un café-causerie au restaurant Vego qui est là depuis longtemps. Et puis, il y a d'autres activités qui vont venir. Là. On a plein d'autres idées là, pour des activités. Merci, Simon, du tour d'horizon. J'avais envie aussi de vous présenter, maintenant qu'on a expliqué qu'est-ce qui se fait en paraidance à la SQS, j'avais envie de vous présenter un autre modèle de la paraidance ici avec l'organisme Diagène Suivi Communautaire. Leur paraidante, Lucie, qui est en poste depuis quelques mois. Oui.
Elle a un rôle un peu différent de nos pères aidants à la SQS. Donc, en fait, c'est comme pour vous montrer l'éventail de services et de points de vue que peuvent amener les pères aidants au sein d'une équipe. Donc, Lucie, est-ce que tu veux nous dire d'abord, parce que tu viens pas du Québec, donc veux-tu nous expliquer quelle formation tu as reçue comme père aidante et tes expériences professionnelles? Bien sûr, merci Tania. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, effectivement, je ne viens pas du Québec, je suis française et je me suis formée en France via donc, en fait, ce qu'on appelle en France une licence. Donc, c'est l'équivalent au Québec de l'université en 3 ans. Sauf qu'en fait, il fallait en fait avoir déjà suivi 2 ans d'une formation universitaire quelconque pour pouvoir prétendre à accéder à cette formation qui était sur en fait la 3e année. Donc c'était un peu particulier parce que ça demandait aussi d'être déjà en poste, c'est-à-dire qu'il fallait être embauché par une structure et ensuite que cette structure finance la formation en continu en fait sur 1 an et demi. Donc j'étais à la fois déjà en poste et à la fois je me formais. Donc c'était une expérience un peu particulière puisque je devais pour le coup vraiment commencer par me baser sur mon savoir à moi, mon savoir expérientiel de ma vie avec la maladie mentale. Et ensuite, je me formais. Alors, on a appris les principes du rétablissement, le positionnement en tant que personne père aidante envers les pères aidés. Voilà, c'était assez académique, en tout cas. C'était peut-être moins, on va dire, terre à terre, concret. Mais voilà, ça permettait d'avoir vraiment une formation théorique sur le rétablissement et la pérédance. Et du coup, j'étais en poste dans un organisme qui ressemble à Diogène, qui s'appelait Un chez soi d'abord, où on s'occupait d'accompagner des personnes qui étaient initialement sans domicile et qui présentaient aussi un diagnostic d'une maladie mentale, en général la schizophrénie, mais pas que. Puis depuis que tu es arrivée à Diogène, c'est quoi ton rôle en fait? Qu'est-ce qu'on t'a donné comme mandat? Alors en fait, l'idée à Diogène, c'est que je puisse être présente pour les participants au programme. Alors soit je vais les voir seuls en fait pour intervenir les aider sur leur chemin de rétablissement. Donc ça peut être des participants qui sont suivis par mes collègues intervenantes psychosociales et qui du coup vont s'appuyer sur moi pour vraiment parler rétablissement de leur santé mentale, partager leurs expériences, leur vécu et voir comment moi, avec mes petites astuces, mes connaissances de la maladie, je peux les aider en fait, à rêver à nouveau. Parce que la maladie mentale, elle a cette caractéristique de nous enlever beaucoup notre croyance que nos rêves peuvent se réaliser. Et du coup, en fait, on arrête de se projeter dans l'avenir. Et donc, l'idée, c'est vraiment que je puisse guider ces personnes vers le fait de rêver à nouveau. Et j'essaye, en fait, d'être complémentaire à mes collègues intervenantes psychosociales pour les aider aussi à se focaliser sur les besoins et les désirs des personnes plutôt que ce sur quoi nous, en tant qu'intervenants, on se dirait qu'il faut se focaliser. Donc, en fait, vraiment redonner une place centrale à la personne qui est accompagnée et peut-être intervenir dans les réunions, par exemple, des choses comme ça qui peuvent aider mes collègues à voir les personnes autrement, en fait. Oui, en fait, c'est ça. C'est quoi, selon toi, les atouts que tu apportes dans l'équipe d'intervention? Tu as un savoir expérientiel de la maladie, de ce que c'est de vivre les situations que vivent les participants, donc que suivent l'équipe d'intervention. C'est quoi pour toi les atouts que tu apportes?
Je pense qu'il y a autant de... Enfin, quand on est père aidant, il y a autant des atouts qu'on apporte en tant que personne formée à la père aidance, etc. Et autant des atouts qu'on apporte avec sa propre personnalité. Et donc, dans ma personnalité, je pense que je suis plutôt enjouée. J'essaye de ramener les personnes au plaisir dans la vie qu'on peut éprouver, qu'on ait une maladie mentale ou pas. Et je pense que dans les atouts, il y aura aussi des choses comme vous allez dire que c'est un peu étrange, mais j'essaye de ne pas laisser les personnes se décourager ou même s'apitoyer sur elles-mêmes parce que j'essaie de leur apporter l'idée que ce n'est pas parce qu'on a une maladie mentale qu'on ne peut pas faire des choses et qu'on ne peut pas se prendre en main et se responsabiliser. Et donc, j'essaye vraiment pas de les... C'est pas l'idée de les secouer ou quoi que ce soit, c'est plutôt l'idée de vraiment les aider à reprendre pied sur des bonnes bases dans leur vie. Et donc, les atouts, ça va être cette capacité à voir le positif, même alors que je sais les difficultés que vivent ces personnes, puisque je les ai vécues moi-même. Mais voilà, ça va être un atout de confiance interpersonnelle, c'est-à-dire, comme ils savent que je suis passée par là, ils vont avoir parfois plus tendance à s'ouvrir à moi en se disant que je vais moins les juger que potentiellement d'autres personnes. Oui. Et voilà. Dis-moi, comment t'aides les intervenants à comprendre ou à intervenir? Je vais être vraiment... déjà, je vais les accompagner sur le terrain, voir les personnes. Donc, elles peuvent voir comment je m'adresse aux personnes, comment je les mets au centre à nouveau. Et puis, il y a aussi dans les réunions où quand en fait on échange entre collègues sur telle ou telle situation, je vais souvent pouvoir donner mon point de vue en disant regarde, peut-être que cette personne-là, peut-être qu'elle a interprété tes paroles de telle manière et que du coup elle s'est sentie incomprise, rejetée, qu'elle a eu peur, etc. J'essaie d'apporter un point de vue qui peut être différent en fait, le point de vue de la personne qui vit une problématique de santé mentale. On a souvent, on peut avoir peur du rejet, peur du jugement. Et donc, j'essaye d'aider mes collègues à réinterpréter les choses différemment. Voilà. Parfait. Geneviève, j'aimerais maintenant qu'on donne la parole à Jessica pour qu'elle nous explique de quelle manière est-ce que, en fait, quels sont les avantages d'avoir une personne aidante dans une équipe d'intervention. Jessica est donc directrice de Diogène. Elle a aussi un grand bagage en intervention. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer d'abord ce que fait Diogène pour qu'on comprenne le type de clientèle, le type de participants que vous avez? Il faudrait ouvrir le micro. Le micro. Voilà. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir venir parler des pères aidances. À Diogène, ça fait des années qu'on voulait avoir un père aidant. Des fois, on n'avait pas les moyens et c'est des choix aussi que des fois qu'on fait. Mais ça a toujours été là. On avait déjà accueilli dans le passé des personnes pour venir faire un stage chez nous. Et donc, l'équipe on s'était déjà préparé un peu à la venue d'un père aidant. Et bon, Lucie nous est tombée comme ça du ciel. C'est elle qui nous a approchés et je pense qu'on était prêts, on était mûrs. Les plus, pourquoi avoir embauché un père aidant? Parce que c'est un complément qu'on a besoin. Ça fait longtemps qu'on travaille avec l'approche rétablissement, on donne des formations, etc. On est vraiment vendu à ça et aussi à l'importance de la père aidance, au plus que les pères aidants peuvent apporter dans une équipe. Au même temps, on ne l'avait pas réalisé. Et quand on parle des compléments, c'est
quand on travaille dans une approche rétablissement, mais qu'on travaille avec des personnes qui ont multiples difficultés adiogènes, il faut dire que nous avons des personnes qui ont une problématique de santé mentale, mais souvent aussi un problème de toxicomanie, donc il y a une concomitance. C'est des personnes aussi qui sortent de la rue, donc on rajoute beaucoup de problématiques. Et comme on est souvent confronté à des situations extrêmes, c'est facile de sortir un peu de l'approche rétablissement pour tomber dans quelque chose de plus coercitif quand ça va moins bien. Donc, ça, pour nous, c'était un souci de garder cette approche-là, même quand ça va pas bien, puis de garder la personne au centre de ses décisions, des choix qu'elle pouvait faire et de continuer à la soutenir. Alors, un père aidant vient, dans le cas de Lucie, vient se rajouter dans une équipe très bienveillante, mais Lucie, elle amène toujours ces questionnements-là. Elle va challenger l'équipe par rapport parfois à l'option facile qu'on pourrait prendre, amener aussi les points de vue d'une personne au niveau de son ressenti. Pour nous, Lucie, elle a l'expérience de la souffrance psychique, mais elle a aussi vécu tout ce qui est l'intervention et la maladresse qu'on peut aussi avoir. Donc, elle peut facilement nous sensibiliser à des situations qui peuvent brusquer la personne ou qui vont tout simplement créer de la résistance, par exemple. Donc, dans ce sens-là, pour nous, c'est en plus. Elle est un peu la vigile. Avant, c'était moi qui, en tant que superviseur, la vigile du rétablissement. Mais je crois que Lucie, elle a cette légitimité du vécu. Donc, c'est un peu une des raisons pour laquelle Lucie est venue travailler avec nous, puis on est très, très contents. Ça donne les goûts, je pense, même les intervenants, ils viennent sur, OK, il faudrait qu'on se rappelle, qu'on adapte nos outils. Lucie, elle est là aussi pour nous aider à adapter nos outils qu'on considérait bons, mais elle nous amène des petites choses sur les mots ou les couleurs ou toutes sortes de situations. C'est dans les détails aussi. Donc, tu parlais voilà. de challenger les méthodes d'intervention, c'est ça? Exactement. Ouais. Oui, c'est sûr que ça amène tu sais, la remise en question, elle n'est pas toujours évidente. Il faut avoir une certaine humilité, il faut vraiment vouloir le mieux pour les gens que nous ayons d'aider. Et comme on est convaincu que c'est le bon chemin, pour nous, c'est important, mais ça peut parfois froisser un peu. Hein? Ça peut être insécurisant pour les intervenants. Exemple, la père aidant accompagne un intervenant et il a une meilleure réception. Donc, ça peut un petit peu brasser. Et c'est important, donc, d'en discuter, d'en parler franchement, de laisser la place aux insécurités, puis laisser toute la place aussi, expliquer le plus possible le rôle du père aidant. Et à la longue, quand on réussit tous, puis on a compris, ça fait longtemps que ça prend plusieurs personnes des fois pour aider quelqu'un, que ce soit la famille, que ce soit les équipes, etc. Pour aider cette personne-là, et au bout du compte, ce qui compte, c'est le résultat. Et donc, Lucie vient nous aider à faire cette différence-là. Pour nous, Lucie, c'est pas juste elle est père aidante, mais elle a aussi le titre d'intervenant père aidante. Donc, elle est une de plus dans l'équipe. Elle a accès à exactement les mêmes conditions de travail, les mêmes formations que les intervenants. Il n'y a pas de différence. Et voilà. Merci. Puis, tu parlais de que des fois, ça peut être difficile d'intégrer cet outil supplémentaire et complémentaire dans l'équipe. Est-ce que toi et Lucie, vous voudriez nous partager des conseils que vous pourriez avoir pour les organismes ou les intervenants qui voudraient intégrer une personne père aidante d'après votre expérience à vous? Est-ce que Lucie, tu veux répondre? On répond ensemble?
Oui, je veux bien répondre en partie. Moi, ce que j'avais vraiment apprécié le plus, c'était pour m'intégrer dans mon premier travail et puis même ici, parce que je vais suivre la formation de la QRP sur la paire et danse. C'est en fait justement d'avoir une formation qui puisse nous sécuriser. Donc, si l'organisme peut financer cette formation, quelle qu'elle soit, c'est vraiment un atout pour le père aidant parce que ça permet d'avoir des collègues de promotion qui comprennent aussi par quoi on passe en tant que père aidant ou nouveau père aidant dans un organisme. On peut partager un peu soit nos situations difficiles avec des participants, soit parfois juste parler Parce que la position d'un père aidant est assez particulière. On est à la fois des deux côtés, du côté intervenant et du côté personne aidée. Et des fois, c'est un équilibre qui est un peu difficile à trouver. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour ça d'avoir des collègues père aidants à qui s'adresser pour en discuter, pour échanger sur nos expériences. Et pour ça, il y a aussi la possibilité de la supervision qui peut être vraiment intéressante. Encore une fois, si l'organisme peut le permettre, c'est idéal. Soit de père aidant à père aidant, soit donc en groupe, soit même individuellement avec de la supervision externe. C'est toujours intéressant parce que ça permet aussi de prendre du recul, de réfléchir sur sa position et c'est moins isolant du coup. Et puis en fait, je pense que pour intégrer une personne père aidante dans l'équipe, il faut vraiment idéalement en avoir parlé à tous les futurs collègues avant, d'avoir bien préparé l'arrivée pour être sûr que tout le monde ait une base commune. Par exemple, d'avoir suivi des formations sur le rétablissement, c'est vraiment idéal pour qu'on puisse parler le même langage, au moins de base. Et voilà, pour moi, c'est essentiel d'être sûr que tout le monde dans l'équipe est d'accord et enthousiaste à l'idée de l'arrivée d'un père aidant ou d'une père aidante. Jessica, en tant que gestionnaire? Oui, en tant que gestionnaire, oui, je vais réagir à ce qu'il dit. Qu'il soit content ou pas, les pères aidants, c'est important qu'ils soient dans une équipe. Donc, ça peut arriver que des équipes réagissent. Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait de la place pour pouvoir ventiler sur les préjugés. Les intervenants ont des préjugés, on va se le dire, leurs craintes. Et je pense que c'est important d'avoir cette place-là où les gens peuvent dialoguer ouvertement sur ces situations, avoir du coaching pour une équipe dans l'intégration du père aidant parce que surtout si le père aidant est le seul dans une équipe, nous cherchons tous, en tant qu'êtres humains, à faire partie d'une gang, d'un groupe, à plaire, etc. Et il y a toujours le risque que le père aidant adopte la façon de penser d'une équipe et qui se dilue à l'intérieur de ça et du coup ne va pas remplir son rôle. Donc, il faut tenir compte aussi de l'importance que les pères aidants soient bien entourés, que ce soit à l'interne ou à l'externe, qu'elles puissent courtoyer d'autres pères aidants, pouvoir discuter de ce qu'ils vivent, parce qu'à l'intérieur, c'est un travail solitaire, idéalement, ce qui est deux pères aidants dans une équipe. Mais je crois que la transparence, les rôles, l'explication du rôle, mais ça va nécessairement, je crois, avec l'adoption par l'équipe d'une approche rétablissement. Sinon, c'est un peu difficile, comme disait Lucie, ça va être une bataille que le père aidant risque de mener tout seul, d'essayer de comprendre ou de convaincre une équipe la nécessité de travailler dans cette approche. Donc, moi, je pense qu'il y a ça. Il faut aussi surtout que la direction d'un organisme soit convaincue pour soutenir cette équipe, pour soutenir les pères aidants. Parce que des fois, il faut
faut cogner un peu plus fort. Oui, ça va être comme ça, puis on va le faire et on va travailler ensemble, imposer parfois, pas juste attendre que l'équipe soit prête, parce qu'il y a toujours du mouvement dans une équipe. Comme tout le monde, il y a des valeurs. Les personnes ont leurs propres valeurs, leur propre façon de voir et de penser. Donc, on ne peut pas toujours attendre à ce que tout soit prêt ou que tout le monde soit vendu à. Il faut parfois bousculer un peu les choses. Donc, il y a une politique de l'organisme face à ça. Je pense que c'est l'important aussi. Merci beaucoup pour votre point de vue, c'est précieux. Ben là, j'aimerais aussi qu'on parle de père aidance famille, parce que c'est un service qui est un peu plus récent que la père aidance tout court. Ça a une importance cruciale pour les proches et les membres de l'entourage. Donc, je vais passer la parole à Julie. Julie, si tu peux changer la... Voilà. Veux-tu nous expliquer c'est quoi la père aidance famille? C'est quoi une père aidante famille? Oui, merci tout le monde d'être là. Ça fait plaisir de venir rencontrer. J'ai eu des super panélistes avant moi qui ont venu tellement bien mettre la table que je viens simplement déposer tout le point de vue des membres de l'entourage. Je pense que le reste, vous l'avez très bien fait. Donc, les pères aidants famille accompagnent les membres de l'entourage d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale. Leur résilience face à leur situation personnelle puis à leur vécu les ont amenés à cheminer sur leur propre histoire de rétablissement. Puis dans le fond, les pères aidants travaillent avec leur savoir expérientiel. Les pères aidants famille travaillent avec le même outil du savoir expérientiel qui leur permet de eux aussi redonner un espoir puis de soutenir d'autres membres de l'entourage qui ont des vécus en santé mentale. Je pense que c'est important. Une notion dont tu parlais, c'est que les proches aussi ont un parcours de rétablissement. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Dans le fond, il y a la personne atteinte qui va vivre avec ses batailles, ses combats, puis pour les membres de l'entourage, ça va être la même chose, hein? On va entendre parler de maladies, on va entendre parler de médication, de traitement, de symptômes. Puis parfois, on n'entendra pas nécessairement parler de rétablissement. Mais il existe. S'il existe pour la personne atteinte, il existe aussi pour la famille. C'est cette combinaison-là, c'est cet état d'esprit-là de savoir que le rétablissement existe pour tous qui va faire qu'ensemble, on va soutenir, puis ensemble, on va être des meilleurs accompagnateurs. Donc, les pères aidants famille sont là pour les membres de l'entourage. Fantastique. Juliette? Alors, voilà, tu peux expliquer davantage un peu sur quoi se basent les pères aidants famille dans leur savoir, la couleur de leur savoir expérientiel. Ça va être une couleur qui va être différente un peu de l'enjeu de santé mentale, mais eux aussi vont vivre, tu sais, comme Simon en parlait, ils vont vivre de l'isolement comme famille. Donc, ils vont, ce qu'on va travailler, nos interventions vont être guidées par notre vécu, notre expérience comme membre de l'entourage, nos connaissances du système du soin de santé et des services sociaux. Hein? Parce qu'on va avoir navigué le système de soins de santé d'une façon peut-être qui va être différente, mais on va avoir passé à travers ou on va vouloir chercher des portes d'entrée. Les pères aidants ont une formation. Il y a des formations qui existent. Donc, ils vont partager, comme un peu on le disait, leur histoire, leur expérience personnelle avec les équipes traitantes parfois, puis avec les membres de l'entourage, puis dans le but de soutenir, puis de mettre en valeur l'accompagnement basé sur le rétablissement. Puis un peu exactement comme les pères aidants, on vient en complémentarité avec ce qu'il y a et ce qui est offert par les équipes. Donc, puis je pense que, tu sais, le service de père aidance famille à la SQS, c'est quelque chose, on y croit. On avait ce service-là avant que moi j'arrive. Je suis arrivée en 2020, mais c'était déjà installé. C'est un organisme qui y croit et puis qui sont là pour redonner espoir puis aux membres de l'entourage.
On a une belle équipe de pères aidants et de pères aidants en famille qui ont de l'expérience puis qui sont vraiment habiles pour partager leur vécu puis assister les autres, effectivement. Geneviève, veux-tu passer? Voilà, donc ton rôle de père aidante famille, Julie, ça ressemble à quoi concrètement? Ça va être d'offrir du soutien aux membres de l'entourage. Puis quand on parle de soutien, bien, parfois, ça peut être des rencontres. Ça peut être de l'animation, mais ça, je reviendrai un petit peu plus tard, dans le fond, là. Mais je vais partager mon vécu de façon judicieuse. Donc, on partage ce qui est bon pour le moment où est-ce qu'on voit que la famille est rendue. On veut briser le sentiment d'isolement des membres de l'entourage, hein, parce qu'eux autres aussi, ils en vivent de l'isolement. On veut être une source d'inspiration. On veut redonner espoir. On y croit, on a passé par là. On va vivre la rechute aussi parfois. Donc, on va pouvoir parler de ça avec les familles. On veut fournir des informations sur les ressources de soutien qui sont disponibles dans le système de soins de santé, mais aussi dans les milieux communautaires. Et ça, c'est parfois important parce que le système de santé a peut-être pas toute la connaissance de comment ça marche dans le communautaire, qui peut nous aider, qui peut nous soutenir. Puis, on va faire du référencement, bien évidemment, aux besoins plus spécifiques des familles. Merci. Bien. Est-ce que tu veux nous expliquer, comme Simon l'a fait, ton évolution au sein de la SQS? Donc, qu'est-ce qui a pu changer depuis ton embauche? Toi, tu es arrivé avant ou pendant la pandémie? Moi, je suis arrivée en 2020, au mois d'août 2020. Donc, et moi, j'ai un autre emploi, donc c'est à temps partiel. Et puis, essentiellement, au début, je faisais du soutien individuel puis du soutien de groupe, de l'animation de groupe. Et puis, j'ai pu participer à des formations qui ont été données puis destinées aux membres de l'entourage, des formations que je redonne maintenant aujourd'hui. J'ai participé à la ligne d'écoute. Les gens ne le savent peut-être pas toutes, mais il y a une ligne d'écoute pour les pères aidants de famille. Vous avez le numéro qui se trouve en haut de l'écran. Donc, souvent, les gens, ben moi, le service de père aidant de famille, j'aime ça. Comment j'y accède? Bien, rapidement, on a une ligne d'écoute. Et puis après ça, dans l'évolution aussi qui est arrivée, c'est que dans le plus récent plan d'action en santé mentale, il y a eu une mesure qui a intégré la père aidance famille. Donc, on voit aussi ce vent de changement-là, on en parle de plus en plus. Et puis, pour moi, à travers la SQS, mais à travers d'autres projets, je m'implique également maintenant en recherche puis dans la promotion de la profession de père aidance famille. Donc, mon rôle a bien évolué à travers, puis j'ai eu la chance d'avoir un organisme communautaire qui m'a supporté là-dedans, puis qui continue de me supporter dans mes projets, puis dans ce que j'ai envie de réaliser comme père aidant de famille, dans mon organisme, mais également à plus grande échelle. Merci. J'aimerais ça qu'on parle des bienfaits du soutien des personnes pères aidantes en individuel et en groupe. Donc, on va vous donner quelques exemples pour vous permettre de mieux comprendre leur implication. Tout d'abord, pour bien comprendre l'apport qu'ils amènent ou qu'elles amènent, il faut savoir qu'on l'a dit tout à l'heure, ils ont une compréhension intrinsèque, donc un savoir expérientiel des défis et des expériences vécues par les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Puis ça fait du bien de parler à quelqu'un qui a cette compréhension-là. Le soutien des pères aidants et des pères aidants de famille, ça favorise l'autonomie, la reprise de pouvoir et l'espoir. Puis ça réduit la stigmatisation et l'isolement social. On pourra en parler plus tard. Ils sont complémentaires, ils complètent la panoplie de services offerts par le réseau de la santé avec une approche qui est vraiment unique parce qu'elle est basée sur l'expérience vécue. Et Simon, qu'est-ce que tu veux dire à ce sujet-là? Oh, le micro.
Oui, bien, moi, j'avais compris quand même assez vite l'importance du rôle du père aidant dans l'équipe, ici à l'Institut, tout ça. Bon, comme on l'a dit déjà, c'est une complémentarité à l'équipe de suivi et tout ça. Et puis, c'est ça. Nous, on amène un petit plus, si on veut, un côté plus personnalisé dans le suivi, dans le rétablissement. Puis, tu me disais, Simon, je m'excuse, tu me disais que les équipes, des fois, ne savent plus comment intervenir, puis c'est là que le père aidant peut venir ajouter quelque chose? Oui, bien souvent, ça arrive des fois de recevoir des appels d'une personne de l'équipe qui me présente une situation précise où ils ont essayé plusieurs solutions. Et puis, il semble que la présence d'un père aidant dans le suivi pourrait amener un déclic ou un plus qui pourrait permettre à la personne soit de se sentir plus à l'aise avec l'équipe, se sentir plus en confiance aussi. Et savoir que quelqu'un a vécu la même chose que lui, souvent, ça crée, comme je l'ai dit, un lien de confiance qui peut vraiment amener à la personne à se rétablir ou à continuer son suivi. Là. Mm-hmm. Parfait, merci. Pour nous parler du point de vue d'une personne aidée, je vais céder la parole à Joseph-Antoine, qui est depuis peu père aidant à la SQS, mais qui d'abord a été une personne aidée par Simon. Donc, Joseph-Antoine, veux-tu prendre la parole? Oui, bien sûr. Donc, il y a 7 ans environ, j'ai eu ma dernière psychose. Et à la suite de ma psychose, j'ai cherché de l'information et je suis tombé sur la SQS. À ce moment-là, j'ai adhéré aux activités de la SQS et j'ai rencontré Simon, qui était à l'époque et qui est toujours un père aidant. À ce moment-là, il mettait les gens à l'aise, je me souviens, il essayait de faire un tour de parole pour que tout le monde puisse avoir la chance de dire quelque chose. C'était vraiment une belle ambiance. Ensuite, oui. Ouais. Tu as eu envie d'en savoir plus sur la père aidante, si je comprends bien? Oui, exactement. Par la suite, toujours avec Simon, et il m'a détaillé c'était quoi la père aidance. Il m'a parlé de l'endroit où ça se fait, combien ça coûte. Et j'étais très intéressé par la possibilité de devenir père aidant. Pour X raisons, la vie a fait que j'ai pris un chemin différent. J'ai retourné aux études, j'ai fait d'autres travails, mais Simon est toujours resté comme un modèle pour moi. C'était une source d'inspiration et aussi une source de rétablissement. Quelque chose que je pouvais visualiser et éventuellement peut-être devenir. Oui. Fait que là, au mois d'octobre, j'ai reçu via l'infolette de la SQS des informations et aussi une possibilité de devenir père aidant. Donc, à ce moment-là, j'ai pris l'occasion, j'ai sauté sur l'occasion plutôt, et j'ai envoyé mon CV, et j'ai passé une entrevue et j'ai obtenu le poste. Donc, ça m'a rendu très heureux. J'étais très satisfait de finalement devenir père aidant. Mm-hmm. Est-ce que tu as suivi la formation déjà ou ça va venir? Pour l'instant, je n'ai pas la formation. Elle va être faite au mois de septembre à Québec. Je suis très enthousiaste de faire la formation. Et qu'est-ce que je peux faire avec la SQS présentement? C'est accompagner les autres pères aidants qui sont mes mentors, comme Chad et Simon. Et à ce moment-là, j'observe un peu comment ils interagissent avec les gens, comment ils parlent aux participants, comment ils animent les activités. Donc, en septembre, ça va vraiment boucler la boucle et j'ai très hâte à cette formation. Mm-hmm. Peux-tu me dire les bienfaits que tu vois dans la père aidance, que maintenant que tu accompagnes des pères aidants d'expérience? Oui, en fin de compte, je vois beaucoup d'aide, beaucoup de bienfaits, spécialement dans les ateliers aux impatients avec l'art-thérapie. On dirait que ça me reconnecte avec des choses que j'avais longuement oubliées, les mis de côté. Et je me dis, si moi, ça m'a fait du bien, ça doit sûrement faire du bien aux participants qui vivent avec des symptômes qui sont en rétablissement. Alors, je vois que du positif. Mm-hmm. Dis-moi, les ateliers des impatients, on accueille aussi les proches avec les personnes qui vivent avec... Oui, exactement. Si ça vous intéresse, vous vous rendrez sur notre site web. Donc, merci Joseph-Antoine pour ton témoignage.
Julie, est-ce que tu veux nous expliquer de ton côté les bienfaits que tu vois du soutien des pères aidants famille? Oui, tout à fait. Dans le fond, ça répond, le bienfait d'être père aidant famille, ça vient répondre aux besoins d'accompagnement des membres de l'entourage qui sont souvent mis de côté. Dans le système de santé, on va centrer tous les services, toute l'organisation autour de la personne atteinte et non vers sa famille. Or, on sait à quel point la famille vient jouer un rôle crucial et qu'elle vient apporter son support, son soutien. Si vous avez la chance d'écouter le témoignage de Chad, il dit à quel point sa famille a été importante puis a été là pour lui. Fait que c'est ça qu'on fait, nous. On répond à ce besoin-là. On normalise et on déstigmatise les problèmes de santé mentale puis les répercussions des problématiques sur les membres de l'entourage. Parfois, il y a de la stigmatisation même à l'intérieur de la famille. Fait qu'on en parle, on garde de l'ouverture face à ça, on fait prendre conscience. Des fois, les familles vont le dire, au début, vous nous disiez le mot schizophrène, ça me fait mal. Mais parfois, les familles ne le savent pas, eux. Puis ils parlent dans ce langage-là stigmatisant. Donc, juste peut-être remettre ça en perspective, leur donner des petits tuyaux comme ça vient les démontrer, ça vient les engager dans le rétablissement aussi, puis dans la prise de conscience que leur proche n'est pas une maladie. Ça réduit le sentiment d'impuissance puis d'anxiété des proches parce qu'on va pouvoir un petit peu leur dire ce qui s'en vient. C'est jamais pareil comme situation, c'est jamais similaire d'un patient à l'autre, mais nous, comme on est passé par là, on peut dire qu'est-ce qui va arriver, les angles morts, qu'est-ce qu'ils peuvent demander comme service, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir, à quoi ils peuvent s'attendre. Bien évidemment, ça ne remplace pas un intervenant, mais ça vient aider, ça vient donner des pistes de solutions qui sont différentes. Ça augmente les capacités des membres de l'entourage à développer les compétences basées en lien avec le rétablissement également. Ça les engage dans le processus de rétablissement. On l'a dit, c'est complémentaire, puis ça vient surtout alléger quand on a l'ouverture. Merci, Madame Jessica, d'avoir toute cette ouverture-là. Puis je pense que les pères aidants famille peuvent venir alléger la prise en charge par l'équipe de soins. Puis ça vient répondre à un besoin tellement clair des membres de l'entourage. Puis ça contribue aussi à améliorer la communication entre les membres de l'entourage, à l'intérieur de la famille ou des personnes proches, puis aussi avec l'équipe de soins. Parce que nous, comme on est passé par là, on a appris le langage un peu de l'équipe médicale, on est à même de pouvoir partager ce nouveau langage-là qui va faciliter les communications avec l'équipe de soins. Fait qu'il y a énormément de bienfaits à intégrer un père aidant famille. Merci. J'aimerais maintenant comme on a fait avec Joseph-Antoine, qu'on donne la parole à une proche qui a profité des bienfaits du soutien d'une père aidante famille. Donc, on va écouter une très courte vidéo sur le sujet. Mon fils, il y a 1 an, a fait une psychose suite à une très grosse consommation de cannabis. Il a été hospitalisé pendant 5 semaines et suite à cela, on a eu le diagnostic de schizophrénie. Ça a été un choc parce que nous, on avait mis... comme si les lois de la physique, de la nature et tout existaient. Désolée, il y a une vidéo. J'avais toujours peur que les objets bougent, que les objets m'attaquent, que... Attendez une seconde. La gravité n'existe plus. C'était très... C'était très demandant pour moi de toujours vivre dans cette peur-là. Devant cet inconnu constant. On a 2 vidéos en même temps. Oui, c'est ça. Bon, OK. Je recommence ça. Désolée pour la cacophonie. Charger un peu. On recommence. Je vais repartir la vidéo du début. On avait Sonia en arrière. Oui, c'est ça. Un autre témoignage très pertinent sur notre site web, si vous voulez aller l'écouter au complet après. Je ne sais pas pourquoi ça a parti en même temps. Bon. J'espère que ça ne refera pas le problème.
Mon fils, il y a 1 an, a fait une psychose suite à une très grosse consommation de cannabis. Il a été hospitalisé pendant 5 semaines et suite à cela, on a eu le diagnostic de schizophrénie. Ça a été un choc parce que nous, on avait mis ces agissements-là sur le dos de la consommation. Une père aidant de famille a fait une présentation en Zoom, là, puis elle a parlé de son parcours et ça m'a tellement rejoint. Et que là, j'ai compris. Il y avait quelque chose de différent dans son discours par rapport au discours médical, tu sais, qui entoure, qui est un peu plus technique peut-être, puis moins émotif. Quelqu'un m'avait dit, Hélène, tu sais, appelle à tel numéro, tu vas parler à une proche aidante, puis tu vas voir, ça va probablement t'aider. J'aurais aimé que quelqu'un me tende ce message-là. Donc, j'aurais certainement vécu moins de souffrance si dès le départ j'avais eu accès. En fait, j'ai eu accès, c'est juste que je savais pas qu'elle pouvait m'aider. Mais si je l'avais fait, si j'avais fait le pas, oui, ça m'aurait vraiment évité beaucoup de tracas. Oui, je serais beaucoup plus sereine probablement aujourd'hui. Oui. Merci. Maintenant qu'on a entendu ce beau témoignage, je voulais aussi vous faire entendre les bienfaits du soutien des pères aidants famille. Maintenant qu'on a entendu d'un point de vue du milieu hospitalier. Je voulais aussi vous entendre les bienfaits. Je pourrais demander à quelqu'un de fermer son micro. C'est bon, c'est fait. C'est toi qui dois... C'est bon. Donc, on peut écouter cette vidéo-là du docteur Jean-Sébastien Turcotte. Les pères aidants deviennent très, très utiles sur l'unité même parce que, veut pas, vous connaissez le contexte, la pénurie de main-d'œuvre, les infirmières sont très, très sollicitées. À un moment donné, les familles se sentent tellement démunies, à bout de ressources, que des fois, ils en viennent à l'idée de se désengager là, du soutien qu'ils peuvent apporter à leurs proches. Et nos pères aidants, ils ont l'opportunité de prendre le temps nécessaire pour s'asseoir avec la famille. Donc, on va passer à l'apport des pères aidants et des pères aidants de famille dans l'éducation et la déstigmatisation, parce qu'ils ont aussi ce rôle-là au sein de la population, des personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale, des proches, des professionnels de la santé et des services sociaux. Donc, Geneviève, veux-tu passer à la prochaine? Voilà. Je vais débuter avec Chad, qui va nous expliquer de quelle manière est-ce qu'il participe à l'éducation et la déstigmatisation auprès des personnes qui vivent avec la schizophrénie. Bien, bonjour. Tantôt, ce que disait Julie, c'est intéressant par rapport à choisir les mots. En fin de compte, choisir les mots. Moi, je dis toujours, c'est important de choisir les mots pour désamorcer les mots MAUX. Donc, il faut faire attention. Que ce soit dans ma pratique comme intervenant par aidant, que ce soit dans mes rencontres individuelles ou dans mes rencontres de groupe, je suis toujours en mode déstigmatisation, en fin de compte, parce que il y a beaucoup de déstigmatisation, puis les personnes atteintes ont tendance à s'auto-stigmatiser. Donc, en faisant souvent de la déstigmatisation auprès d'eux et en utilisant les bons mots, comme par exemple, pas utiliser le terme schizophrène comme on parlait tantôt, plutôt utiliser une personne qui vit avec la schizophrénie, qui est aux prises avec la schizophrénie, ou ne pas mentionner une personne malade mentale, d'utiliser le bon terme, une personne qui est atteinte de problématiques de santé mentale. Donc, le rétablissement, il y a aussi le rétablissement, la façon que ça fonctionne. Nous, on est des agents de transmission, on est des courroies de transmission, en fin de compte, pour et donner les bonnes connaissances sur la maladie, donner la bonne information
parler des étapes, parler des composantes du rétablissement, des moyens de se rétablir, puis surtout d'être présent puis d'accompagner les personnes dans leur projet de vie. C'est bien important. Parce que puis aussi, en tant que parent aidant, c'est notre savoir expérientiel qui est notre outil principal. Donc, le partage est important de notre expérience pour que la personne puisse s'identifier, pour qu'elle puisse aussi avoir l'espoir de continuer dans son rétablissement. Lucie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, pour moi, la déstigmatisation et l'éducation auprès des personnes qui sont concernées par les problématiques de santé mentale, c'est vraiment, ça a été en tout cas un défi pour moi et je pense que c'est un défi pour beaucoup de personnes qui sont concernées. C'est d'apprendre, une fois qu'on a passé l'étape je comprends mon diagnostic et je l'accepte, c'est vraiment de passer à une étape au-delà, c'est-à-dire de ne plus s'identifier uniquement et totalement à son diagnostic, ne pas se dire je suis juste une personne, en l'occurrence par exemple schizophrène ou avec un TPL, ou voilà, mais de se définir autrement, de se définir par leurs accomplissements, par leurs rêves, etc. Et pour moi, ça, c'est vraiment de l'autostigmatisation qui doit être combattue, en fait. C'est bien important de se définir autrement, parce que la maladie mentale, ça peut être une composante de notre vécu, mais c'est pas plus que ça. Merci. Geneviève, pourrais-tu rallumer ma caméra, s'il te plaît? J'ai besoin d'une permission pour allumer ma caméra. Peut-être cliquer sur ma fenêtre à moi plutôt. Je suis désolée. En attendant, peut-être qu'on ne verra pas l'écran. Ou tu peux me repasser le rôle d'animateur, comme tu veux. Donc, peut-être que pendant ce temps-là, Chad pourrait nous expliquer son rôle auprès des familles, dont notamment son rôle dans la formation auprès des proches. Oui, auprès des proches, j'ai été appelé à aller présenter une formation avec notre coordonnatrice clinique, Christiane Hiel. On était à Val-d'Or, en fait, là, pour donner l'espoir aux familles, leur démontrer que c'est possible de se rétablir, puis en même temps, par ma présence, de démontrer que c'est possible d'être une personne en rétablissement puis d'avoir une vie satisfaisante. Les proches ont beaucoup apprécié. Je pense que. Puis en région comme ça, c'est un besoin, c'est un service essentiel. En région, il n'y a pas beaucoup de services en région, donc je pense que c'est important d'aller vers les régions. Oui. Il y a aussi beaucoup de. Il y a aussi. Ce qui est important, c'est les familles, c'est des outillés pour être capables de composer avec la maladie de leurs proches. Donc, les stratégies que moi j'utilise quand je parle aux proches, mais sont applicables aussi, qui peuvent être transférées pour leurs proches aussi. Donc, ce véhicule-là, il est important de déstigmatiser, de faire de l'éducation parce que les familles n'ont pas beaucoup accès à l'information. Donc, c'est important d'aller vers les familles, puis que ce soit les parents aidants de famille ou les parents aidants aussi, qui soient là pour leur donner de l'espoir. Oui, je pense que vous avez vraiment un rôle très utile là, auprès des proches de donner de l'espoir, justement, puis les outils vous êtes des modèles pour les proches aussi, pas seulement pour les personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Puis, moi, Chad, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de services en région. Vous vous déplacez en région au besoin? Oui, on se déplace en région. On s'est déplacé à Val-d'Or. Hier, on a eu une rencontre virtuelle, moi et Simon, avec le centre Néligan. C'était à Roberval. Oui, c'est ça. Puis, peut-être qu'éventuellement, ça sera à refaire cette formation-là pour eux.
On a déstigmatisé, puis on a parlé de notre vécu, en fin de compte, à ces personnes-là pour leur donner espoir. Hier, c'était les proches qui nous posaient des questions. En répondant à leurs questions, mais on amenait de l'espoir. On démontrait qu'on était un exemple d'une personne qui peut vivre une vie satisfaisante malgré la maladie. Là. Absolument. Puis s'il y a d'autres intervenants ou organismes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie de vous faire témoigner ou de vous faire venir, comment ils peuvent s'y prendre? Ils peuvent s'y prendre en communiquant avec Christiane Niel à son numéro de téléphone, qui est sur le site. Oui, ou CYELLE@commercialschizophrénie.qc.ca pour son adresse courriel. Oui. C'est ça. Merci, Chad. Puis maintenant, tu participes aussi à de la recherche pour participer à l'éducation et la déstigmatisation? Dans le passé, j'ai beaucoup participé à la recherche en tant que patient partenaire, mais là, depuis qu'on a un nouveau mandat là, avec la SQS de collaborer avec l'équipe de recherche à l'Institut, entre autres avec l'équipe qui travaille sur les mesures de contrôle. Puis, c'est pour, en fin de compte, c'est pour amener un environnement thérapeutique le moins contraignant sur les unités. Comment utiliser les mesures de contrôle, en fin de compte, comment réduire l'utilisation des mesures de contrôle en utilisant des moyens plus alternatifs, là, comme par exemple aux soins intensifs, il y a des comfort rooms, d'autres places de défoulement au lieu d'aller si on veut, les mettre en contention puis les mettre en isolement. Là. Il y a d'autres moyens, en fin de compte, puis aussi de mettre l'importance d'avoir des parents aidants à la recherche, c'est aussi pour avoir le vécu aussi qui est rattaché aussi à la recherche pour amener des données probantes, un vécu d'une personne atteinte. Mon rôle, en fin de compte, c'est de témoigner sur des situations de crise vécues dans l'établissement. Surtout mes crises que moi j'ai vécues, parce que j'ai déjà eu des crises en établissement. Donc, c'est ça mon rôle, en fin de compte, au niveau de la recherche. Mais il n'y a pas juste moi, il y a tous les autres parents aidants aussi qui vont contribuer. Donc, c'est un projet d'équipe de la SQS avec l'équipe de Marie-Hélène Boulet ici à l'Institut. Donc, avec ton savoir expérientiel puis tes expériences personnelles, tu peux aider à faire changer les choses, en fait. Oui, c'est ça. Avec le recul que tu as maintenant. Ouais. Exactement. Parfait. Puis auprès de la population, de quelle manière tu interviens? Bien, auprès de la population, bien, dans un premier temps, ça fait 2 ans que je suis engagé par la SQS. Dans un premier temps, j'ai commencé à faire, parce que je travaillais une fois semaine dans les débuts, j'ai commencé à faire des webinaires. J'en ai fait pendant 2 ans de temps. J'ai fait des webinaires sur différents sujets du rétablissement, que ce soit aussi sur la stigmatisation, la déstigmatisation, l'autostigmatisation, plusieurs sujets là, que j'ai développés au niveau dans les webinaires. Puis, il va y avoir une continuité là, au niveau des webinaires. Le prochain webinaire, c'est le fun, ça va être Andolphe qui va le faire. Donc, je transmets le flambeau à une autre personne pour faire du webinaire. C'est le fun, on va avoir quelqu'un de différent. Puis, c'est ça. On est associé avec le Centre d'apprentissage et de rétablissement, de santé rétablissement. Ils ont une vocation, comme nous, en fin de compte, de déstigmatiser puis de donner de l'information à la population. Donc, en s'associant avec ça, puis ça nous permet aussi de prendre part à la formation, comment devenir formateur. Puis ça nous aide aussi dans notre métier de parent aidant, tout ça. Ça vous permet le Centre d'apprentissage santé et rétablissement intègre des personnes qui ont un savoir expérientiel dans leur formation, en fait. Exactement. Fait que ça permet des échanges. Ça permet aussi d'être accessible, cette information-là, à monsieur, madame, tout le monde. Parce que monsieur, madame, tout le monde peut s'inscrire à cette formation-là. Oui, je vous invite à visiter leur site web l'adresse est en référence à la fin du document. Puis aussi, au niveau de l'éducation, c'est important. On est appelé aussi, on a été à différents moments dans les écoles pour donner des témoignages.
C'est une bonne façon de déstigmatiser auprès de la population. Entre autres, Simon a été dans une école secondaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, j'ai été au cégep de Saint-Jérôme. Puis on sait que, surtout au niveau du cégep, là, de faire de la sensibilisation, c'est important. C'est l'âge 18-25 ans, en fin de compte. C'est dans ce barème d'âge-là que souvent la maladie va se manifester. Puis des fois, il y a aussi la consommation de cannabis à ce moment-là, qui peut devenir un élément déclencheur à un moment donné, qui peut déclencher une vulnérabilité, quelque chose. Donc, c'est un beau milieu, l'éducation, d'aller faire de la déstigmatisation. Puis ça va permettre à la future génération d'avoir un meilleur point de vue, puis une meilleure façon de voir les choses en santé mentale, puis d'être capable de dire les bons termes, puis de ne pas stigmatiser. De mieux les informer. Oui. Merci. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'aimerais faire intervenir Andolphe, qui est aussi nouveau père aidant à la SQS. Puis j'aimerais savoir comment tu as envie d'éduquer puis de déstigmatiser les jeunes puis le réseau de la santé, en fait. Merci, Tania, de me laisser la parole. Dans le fond, si je pourrais commencer, je trouve que les pères aidants peuvent servir à éduquer dans les écoles. Les enseignants devraient nous inviter à faire de la sensibilisation, de la déstigmatisation, vraiment se servir de nous comme une ressource. Parce que je pense que c'est important de mieux enseigner la santé mentale, parce que c'est pas parce que peut-être, par exemple, moi, je vais pas être atteint de psychose ou de problèmes de santé mentale, mais ça ne veut pas dire que mon frère ou mon père ou ma mère ou n'importe quel membre de ma famille ne sera pas atteint pour un trouble de santé mentale. La santé mentale, ça ne va pas discriminer. Donc, c'est important d'enseigner les bons réflexes. Comme par exemple, si je me base sur mon expérience à moi, lorsque j'ai eu ma première psychose en 2017, j'avais aucune éducation. Je ne savais pas c'était quoi le mot psychose. J'avais aucune idée c'était quoi un problème de santé mentale. J'avais beaucoup de stigmatisation, puis de l'auto-stigmatisation. J'avais tendance à minimiser mes problèmes, les cacher ou éviter. Comme par exemple, j'allais consommer du weed ou on peut dire du cannabis. Ça me servait comme un échappatoire ou un moyen d'aller mieux, mais ça a juste fait un effet boule de neige et puis ça a juste évité les problèmes et j'ai été atteint par une psychose à cause de ça. Donc, j'aurais voulu pouvoir être capable d'en parler avec mes proches ouvertement, avoir le réflexe d'aller voir un professionnel. Pour ça, il te faut les bons mots, il faut que tu aies l'information. Donc, c'est pour ça que tu penses que c'est important qu'on enseigne la santé mentale, les problématiques, puis la réduction des méfaits aussi? Oui, exactement. Comme si je saurais où aller chercher mes ressources, quel outil qu'il y avait à ma disposition. Peut-être que j'aurais pu comprendre plus jeune, par exemple, que j'aurais pu avoir une fragilité parce que quand j'ai eu ma psychose, c'est après que j'ai su que j'avais un historique dans ma famille, un historique de problèmes de santé mentale. Et puis, j'aurais voulu ne pas m'auto-stigmatiser parce que ce discours négatif constant que j'ai eu envers moi-même, c'est quelque chose qui m'a énormément ralenti dans mon processus de rétablissement. Donc, intéressant. Puis toutes les choses que j'ai vécues dans mon parcours de rétablissement, c'est des choses qui m'ont forgé. Et puis, la raison pour laquelle je suis devenu père aidant, c'était pour aider, montrer qu'on n'est pas défini par la maladie, que je suis une personne avec des objectifs, des rêves et des choses que je veux accomplir. Puis témoigner, être un symbole, non seulement pour les proches, les membres de l'entourage, les personnes atteintes, mais aussi le personnel soignant, que je vais être un exemple positif et une preuve que le rétablissement est possible. Donc, merci beaucoup. Tu fais déjà bien ton travail, Andolphe. Merci beaucoup.
Julie, est-ce que tu veux aussi renchérir sur ce que tu as, en quoi tu t'impliques pour éduquer et déstigmatiser et dans le projet de recherche dont tu nous parlais plus tôt dans la conférence? Oui. Visiblement, quand on est père aidant ou père aidant famille, plus on en fait, plus on s'implique, plus on aime ça, puis plus que c'est un bienfait sur notre établissement. J'écoute Anne-Dove, j'écoute Chad, j'écoute Simon, j'écoute Lucie. C'est la même chose, hein? On veut étendre, on veut en faire plus parce que là, on y croit tellement. Donc, au niveau de l'éducation puis de la déstigmatisation, ben moi, je fais des exercices, en fait, de contenu. Je produis du contenu, de la visibilité. Je donne une visibilité à la profession. Dans les milieux de soins de santé, j'ai fait plusieurs collaborations ou de balados. En fait, Anne-Dove, quand tu disais « Hey, moi, j'aurais aimé ça, savoir », on a produit 4 podcasts en collaboration avec le CHUM sur la psychose. Je vous invite à aller les écouter. Il y a plein d'intervenants là-dedans qui sont... c'est super intéressant. Fait que moi, j'ai contribué à ce contenu-là. J'ai fait des émissions de radio, entre autres Folie douce. J'ai fait un balado avec le réseau Avant de craquer sur la père-aidance famille. Également, avec la SQS dans éducation, déstigmatisation, on a fait des formations pour les familles. Entre autres, moi, je redonne la formation que j'avais eue avec le réseau Avant de craquer, apaiser et prévenir les situations de crise. On fait parfois des associations avec d'autres organismes et ça, on est toujours ouvert à faire ça. D'autres organismes de soins de santé, d'autres organismes communautaires pour former les familles. Et puis pour outiller les membres de l'entourage. Et puis, qu'est-ce qui occupe également mon temps? Bien, moi, je suis impliquée en recherche dans le programme Engagement. C'est subventionné par les fonds de recherche du Québec. Ça concerne la père-aidance famille. Alors, moi, il s'agissait de poser une question et d'y répondre, s'associer avec un chercheur. Alors, moi, ma question est, est-ce que l'ajout d'un père aidant famille dans les services en santé mentale peut faciliter le parcours des soins des personnes proches aidantes? Donc, parce que moi, je veux faire connaître cette ressource de soutien-là qui est la père-aidance famille pour pouvoir tous ensemble porter la cause chacun sur nos épaules puis s'alléger un peu ça. Donc, ça, c'est les activités que je fais. On pense bien que la réponse va être oui, mais on va être content d'avoir des données probantes pour appuyer les demandes qu'on pourrait avoir après ça. Oui, bien jusqu'à maintenant, on a produit une infographie sur la père-aidance famille. Vous avez pu en voir un peu des extraits aujourd'hui. Alors, et puis la suite est à venir pour nous. Le lien sera à la fin dans les références aussi pour accéder à la fiche. Veux-tu nous dire, Julie, où est-ce qu'on peut avoir accès à des pères aidants de famille? Oui, bien, actuellement, il y a une présence à l'Institut universitaire en santé mentale à la clinique connectée. Il y a plusieurs organismes qui offrent des organismes communautaires, les services de père aidant famille. Il y a certains partenariats également avec les établissements de soins de santé, les CIUS, dans les urgences de l'hôpital ou dans diverses unités. Les pères aidants de famille, parfois, on peut les retrouver dans des cliniques de premier épisode psychotique. Nous, on a une super collaboration avec la clinique JAP de jeunes adultes psychotiques au CHUM. Donc, on fait beaucoup de formations pour les familles, des groupes de soutien. On a réalisé les 4 podcasts sur la psychose. Donc, on a cette belle collaboration-là. On peut les retrouver à la ligne des pères aidants famille. On avait mis le numéro tantôt qui sera disponible aussi. Donc, une père aidante famille peut vous répondre à cet appel-là. Et puis, écoutez, pour nous, à la SQS, on a toujours nos rencontres mensuelles qui est un peu, on fait un petit volet éducatif.
Ça s'appelle les groupes Parlons-en, puis vous êtes les bienvenus aux membres de l'entourage pour venir discuter avec nous tout le temps. Ça nous fera extrêmement plaisir de vous accueillir sur ces groupes-là. Absolument. Vous pouvez aussi contacter nos pères aidantes par courriel ou au téléphone à la SQS. Donc, ce que je comprends, c'est que vos interventions ne sont pas nécessairement limitées à Montréal. Non, pas du tout. On sait que les services, c'est à géométrie variable, que la région du Québec, c'est une grande région. On a eu vos présences à Val-d'Or, à Roberval, mais oui, effectivement, la SQS est sur la route pour ceux qui en ont besoin, puis la ligne 1-800, c'est pour tout le Québec. Donc, de ne pas se gêner, on a cette accessibilité-là, peu importe où est-ce que vous êtes. Parce que le mandat de la SQS est provincial. Chad, veux-tu nous dire où on peut trouver des personnes pères aidantes? À la SQS, oui. On a des pères aidants, on va être maintenant 5. Il y a une père aidante qui va arriver avec nous bientôt. Oui. Donc, on retrouve, on est sur les unités de soins, nous, les pères aidants de la SQS. On nous retrouve aussi, il y a des pères aidants dans les CLSC, dans les équipes CIMCIL. Il y en a aussi ici à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Dans l'équipe CIMCIL aussi, il y a des pères aidants. Il y en a dans les organismes communautaires, comme parlait Julie tantôt. Il y a nous, puis il y a d'autres, il y a comme Diogène, puis il y en a d'autres. La ligne père aidant, j'écoute. Si on veut avoir un père aidant, on veut parler avec un père aidant le plus rapidement possible, il y a cette ligne-là. On n'a pas le numéro de téléphone, là, mais... on va l'avoir plus loin. On va l'avoir plus loin, OK. Donc, c'est ça. Donc, on peut, dans tout temps, on peut parler à un père aidant, puis on peut avoir beaucoup d'informations pour la père aidance. Puis, il y a aussi, on peut trouver, il y a un répertoire qui est fait par l'AMPAC aussi, où on peut voir à peu près où sont attribués les pères aidants là, qui sont en poste. Là. Puis, où qu'on peut se former, mais il y a 2 endroits, en fait, là, pour se former. Il y a la QRP, le programme Père aidant réseau, qui est la formation à Québec. Puis, il y a le micro-programme à l'Université de Montréal, Mentor et rétablissement, qui se passe à l'Université de Montréal. Je pense que ça dure un an et demi. C'est 2 formations équivalentes pour devenir père aidant. Bien, chacun a leur particularité, puis sont intéressantes toutes les 2. Parfait. Merci. Je vous invite à retourner sur Mentimeter. Ne suivez pas le lien qui est à l'écran parce qu'on l'a changé depuis. Donc, je vais vous le remettre, dans le chat. Puis, je vais vous inviter à nous écrire ce que vous avez retenu de la père aidance et de la père aidance famille. Voilà. Je vous le mets dans le chat. Donc, en fait, c'est la deuxième question. Suite au nuage de mots qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que tu as le lien, Geneviève, ou tu veux que je te le renvoie? Je ne sais pas pour les autres. Moi, ça m'amène... Attendez. Je vais vous le renvoyer ici. Attendez une petite seconde. Après, celle-là, il devrait avoir une autre. Oui, OK, parfait. Donc là, je vous... Attendez, je ne partageais pas à la bonne personne. Donc, si vous voulez participer, c'est ici. C'est encore la même première question, Tania. Ah oui? OK, attends, je vais vérifier si on peut avoir la deuxième. Peut-être que le lien est différent. OK, je réessaie. Sinon, ben, vous pourrez l'écrire dans le chat. Donc, attendez un instant. Bon, c'est le même lien que j'ai.
à vous partager. Attends. Bon, ben écoutez, résultat. C'est ça, j'ai pas de. Ah, non, je pense que j'ai pas de résultat pour la deuxième. Donc, ben écoutez, si vous voulez, vous pouvez l'écrire dans le chat et puis on pourra en discuter. En conclusion, si vous voulez qu'on fasse un petit retour sur ce qu'on a appris, ce qu'on a envie que vous reteniez, je vais vous passer la parole. D'abord, je vais passer la parole à Denis qui va pouvoir aussi faire un retour sur la présentation et puis conclure, puis ensuite céder la parole aux autres intervenants. Donc, Denis, directeur général de la SQS. Je suis très content d'être ici. C'est une très, très, très belle activité. Je remercie Jessica et Lucie de Diogène d'avoir participé. Merci à toute l'équipe aussi de la SQS. Ça fait au moins une douzaine d'années que ça existe, cette journée nationale de sensibilisation à la schizophrénie et à la psychose. Et je trouve ça très beau que cette année, on ait pu apporter un éclairage sur la père-aidance et la père-aidance famille, parce que c'est la force, c'est ce qui fait ce que nous sommes à la SQS. Et plus on va en parler, plus les gens vont avoir recours à ces services-là qui sont différents, mais complémentaires et qui sont une preuve d'adaptation, d'adaptabilité du milieu, soit le milieu communautaire ou institutionnel. Et on est capable, main dans la main, d'aller très, très loin dans l'accompagnement des personnes atteintes. Donc, merci à Tania, merci à toute l'équipe qui a organisé ça. Et je souhaite qu'on puisse avoir fait avancer un petit peu aujourd'hui, dans cette journée nationale, qu'on ait pu faire avancer le sujet de la père-aidance et de la père-aidance famille. Merci, Denis. Julie? Ben, moi, j'ai le goût de reprendre un peu les mots de Jessica. Hein? Jessica, ça nous prendrait plein de gestionnaires comme toi avec l'ouverture qui dit que ça vous tente ou pas, il y en aura, un point, c'est tout. Pour tous les bienfaits que ça apporte, mais j'ai envie de vous dire, c'est sûr que le changement puis la nouveauté, on est tous un peu réfractaires, c'est la nature humaine. Mais parfois, ça peut tellement être positif, hein, parce que c'est ça que c'est des pères aidants famille. C'est des gens qui ont extrêmement de la résilience puis qui travaillent avec le côté positif de la chose pour leur établissement. Donc, un changement de culture de l'intérieur, de l'extérieur, c'est ce qui va favoriser ça. Et puis, une meilleure intégration des personnes, des pères aidants puis des pères aidants famille, c'est nécessaire pour continuer d'évoluer puis de supporter notre système de soins de santé qui en a grandement besoin. Merci. Andolphe, veux-tu ajouter quelque chose? Oh, avec le micro. OK, vous m'entendez là? Oui. OK, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que le statut de père aidant doit être reconnu. C'est une profession d'intervention. Les personnes sont formées et payées pour leur travail. Ça me fait toujours rire quand je me promène dans les unités et on me demande donc, est-ce que tu es payé pour? Oui, je suis payé. J'ai vraiment eu une formation, puis j'adore mon travail. Et puis, je dois rajouter aussi que le savoir expérientiel, comme un outil que j'utilise à tous les jours, c'est non seulement nécessaire, mais c'est utile, puis ce n'est pas remplaçable. Puis je trouve que ça n'a pas de valeur. Donc, il faut prendre tout ça en compte, puis reconnaître qu'un père aidant est vraiment nécessaire. Donc, c'est ça. Merci. Chan? Avec le micro.
J'oublie toujours le micro. Donc, c'est ça, c'est important de continuer à contribuer à faire connaître la paraidance au grand public. Je pense en faisant ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une activité, en fin de compte, de déstigmatisation puis qui nous permet là, le grand public qui peut nous voir aujourd'hui, peut avoir plus d'informations à ce niveau-là. Donc, le grand public, pour éliminer aussi qu'est-ce qu'il y a dans le grand public, les tabous puis la stigmatisation, il faut en parler davantage de la paraidance. Je pense que c'est par la paraidance que ça va se passer, la déstigmatisation le plus possible. Mm-hmm. Merci. Simon, justement, déstigmatisation, comprendre? Oui, ben moi, j'abonde dans le sens de Chad aussi, là, tu sais, qu'est-ce qu'on vient de parler depuis les 2 dernières heures, que ce serait bien que ça sorte des murs, que ça se retrouve dans le lieu public. Puis, tu sais, aussi, on parle de proche aidance, on parle d'améliorer les soins pour les personnes qui ont des problèmes de santé physique, bien, qu'on parle aussi de paraidance pour les difficultés en santé mentale, parce qu'on a des nouvelles, des fois, à la télévision qui ne sont pas toujours réjouissantes, là, pour ce qui est de la santé mentale. Donc, si on était capable de démystifier ça, puis de rendre ça, avoir un visage plus humain, puis de rendre ça compréhensible pour la population, là. Oui, je suis d'accord. Merci, Simon. Joseph-Antoine, veux-tu conclure? Oui, bien sûr. Mais moi, comme participant, j'ai pu constater le bien que ça m'a fait d'avoir un père aidant dans mon parcours. Et maintenant que je suis père aidant et que je vois mes collègues prendre des appels, aller sur les unités, faire de l'intervention, mais je trouve que c'est nécessaire aujourd'hui et aussi dans le futur. Merci. On a des gens qui participent. Oui, merci Geneviève. On a les numéros de la ligne Père aidant famille et puis de la Père aidant j'écoute. Donc, pour répondre à vos différents besoins. Puis dans le forum de discussion, on a des gens qui ont partagé leur vision de la Père aidance et de la Père aidance famille suite à la conférence. On a ici, c'est une personne qui a vécu ou qui vit avec une problématique de santé mentale et qui partage son vécu, son expérience, son rétablissement avec les personnes touchées par un diagnostic. Le Père aidant va soutenir, aider, expliquer, redonner espoir aux personnes et à leurs familles. C'est un maillon important dans la voie du rétablissement et qui a toute sa place au sein des équipes de professionnels. Vous avez vraiment bien compris ce qu'on veut faire passer comme message. On a aussi un travail d'équipe, un vrai travail s'entame sur la déstigmatisation de tous les gens ayant été touchés de près ou de loin par la santé mentale dans tout son sens. On a une proche partenaire et proche père aidant de famille, proche aidant de famille à l'hôpital dans un service fermé à Paris et elle accueille les proches en binôme avec un infirmier de liaison. Elle s'est beaucoup identifiée avec Julie et qu'elle remercie de tout son cœur. Donc, merci beaucoup. Une dame qui travaille en ligne d'intervention pour les jeunes de 5 à 29 ans qui apprécie ce service de père aidance et qui a appelé à quelques reprises quand une personne était en crise. En particulier, depuis la pandémie, nos appels d'adultes de 21 à 30 ans ont augmenté beaucoup. Les pères aidants, pour moi, ont donné espoir à beaucoup, à beaucoup de personnes, en fait. Ils sont un atout essentiel aux proches et à la personne concernée par la maladie. Je vois ça comme un phénomène d'ancrage afin de ne pas partir à la dérive. Ces personnes comprennent très bien la maladie. Leur point de vue est essentiel pour comprendre le processus de rétablissement et peuvent mieux expliquer aux proches et à la personne qui vit avec la maladie. Pour ma part, ce fut une délivrance de savoir que nous n'étions pas seuls. Merci beaucoup. Merci aux pères aidants qui ont témoigné. Votre travail est important et gagne à être reconnu de tous. Merci pour la déstigmatisation. Il me faut un ou une père aidant au plus tôt. Donc, n'hésitez pas, madame, à nous appeler ou appeler à la ligne père aidant, j'écoute, ou à parler à nos pères aidants de la SQS que vous avez eu l'occasion de connaître un peu plus aujourd'hui. Je vous demanderais s'il y a des gens qui ont des questions, on pourrait faire une petite période de questions d'une dizaine de minutes. Donc, vous pouvez poser vos questions dans la section Q&R. De manière confidentielle ou non. Vous pouvez aussi poser vos questions dans la section discussion ou vous pouvez lever la main si vous voulez qu'on vous entende pour prendre la parole de vive voix. Donc, voilà. Et oui, merci Geneviève. On a ici sur la diapo les références qu'on pourra partager sur les réseaux sociaux ou notre site web plus tard dans la semaine. Donc, c'est en fait tous les liens, toutes les pages qui ont été partagées au courant de la présentation.
Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Ou est-ce que les panélistes ont des commentaires au sujet de la présentation d'aujourd'hui? Une question ici, les pères aidants et pères aidants famille, qu'est-ce qu'ils ont comme prochain défi? Est-ce que quelqu'un veut s'avancer ou en tant que gestionnaire, Denis, ou en tant que père aidant de famille ou père aidant, ce que vous voyez comme prochain défi? Julie? Oui, le prochain défi sera certainement de continuer le travail qu'on fait pour déstigmatiser. Nos prochains défis vont être surtout des enjeux d'intégration. Comment on va s'intégrer maintenant qu'il y en a plus qui sont formés. Et puis, comment professionnaliser cette profession-là de père aidance pour que tout le monde y trouve son compte. Fait qu'on est dans ces défis-là. Puis de continuer d'offrir des services aux familles puis aux personnes atteintes. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? OK, ben écoutez, c'est plutôt tranquille au niveau des questions. Je vous laisse encore 1 minute pour poser vos questions dans la discussion ou dans le QR. Et sinon, on va conclure. Ah, ici, est-il préférable de créer un lien avec un père aidant pendant que la personne va bien ou est-ce qu'on doit attendre que la personne soit pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez, les pères aidants? Je pense que dans les deux, dans les deux cas, c'est nécessaire. Que ce soit quand on ne va pas bien et quand on va bien. Quand on ne va pas bien, c'est de se faire accompagner pour avoir un meilleur établissement. Mais quand on va bien aussi, c'est important d'avoir un suivi quelconque, de pouvoir échanger avec une personne qui vit les mêmes choses, là, qui vit les mêmes choses que soi, mais ça met en perspective là, plein de choses. Là. Merci. Je pense que ça peut être bien de créer un lien quand on va bien aussi, mais je pense que vous pouvez servir et soutenir de différentes façons, peu importe la situation de la personne, si je comprends bien. Ici, avez-vous en tête la sensibilisation avec la pédopsychiatrie? Exemple, Sainte-Justine, il gagnerait vraiment à être plus sensibilisé comme l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal l'a été dans les dernières années. Personnellement, je ne crois pas. Est-ce que quelqu'un aurait de orientation là-dessus? Denis? Sainte-Justine? Julie? Sainte-Justine ou tout autre milieu qui offre une hospitalisation en fait de pédopsychiatrie gagnerait grandement parce que les familles, le plus rapidement possible, sont bien prises en charge. Le mieux, elles peuvent jouer leur rôle d'accompagnateur. Or, ce qui se passe en pédopsychiatrie, c'est que généralement, on va arriver dans les services et on va avoir de l'accompagnement parce qu'en pédopsychiatrie, le client et le patient ainsi que sa famille. Alors qu'en psychiatrie adulte, on va plutôt voir que le patient et le patient, puis sa famille, s'ils sont là, on va voir comment on va les gérer. Alors qu'en pédopsychiatrie, ça fait partie de l'offre de service. Donc, idéalement, oui, dès qu'il y a un service de pédopsychiatrie, il faudrait vraiment des services de père aidant famille. Ça, c'est dans un monde idéal, mais on y travaille. Mm-hmm. On a ici Diane Riendo, ancienne père aidant de famille de la SQS, qui nous dit qu'à Sainte-Justine, il y a une père aidant de famille pour la clientèle autiste et pour leur famille. Donc, c'est déjà un beau gain. On pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se fait en autisme. Pour la schizophrénie. Parfait. Ben, écoutez, je crois qu'on peut conclure. On est dans les temps. Je voulais remercier nos partenaires financiers, Abvi et Gencar, qui ont permis la tenue de cet événement sur la père aidance et la père aidance famille. Je tiens à remercier tous les pères aidants qui ont participé aujourd'hui pour leur savoir expérientiel, la père aidante famille,
Jessica et Denis pour leur point de vue de gestionnaire qui encourage la père aidance famille et la père aidance. On a besoin de gestionnaires comme vous pour donner un élan plus grand à la père aidance et la père aidance famille. Donc, merci d'être porteur de ça avec nous. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée de sensibilisation à la schizophrénie et à la psychose. Et puis, parlez-en autour de vous. Merci d'avoir été là. Merci. 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 Au revoir. Merci.